Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir de Dijon, en France, Fabrice Martin-Laurent, qui est directeur de recherche à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, communément appelé l'INRA et maintenant, depuis qu'ils ont changé de nom, l'INRAE. Fabrice a plusieurs rôles importants à l'INRAE, dont la direction du pôle biologie et fonctions écosystémiques des sols et la codirection de l'unité mixte de recherche. Fabrice travaille dans le domaine de l'agroécologie des sols et ses études portent sur la dégradation des intrants au sol, comme les pesticides et les antibiotiques, et leurs effets sur les communautés microbiennes. J'ai invité Fabrice au webinaire parce qu'il a, entre autres, participé à la rédaction de plus de 300 articles, mais aussi à cause des nombreux excellents commentaires de la part de ma femme, Véronica Stork, qui était étudiante de thèse avec lui il y a 4 ans. Ses travaux d'écotoxicologie microbienne terrestre visent à préserver les sols et leurs fonctions écosystémiques afin de nous faire transiter vers des systèmes de production agroécologique. Donc, je passe la parole à Fabrice, qui nous parlera des risques des intrants chimiques sur les micro-organismes de sol agricoles. Puis, n'hésitez pas à poser des questions pendant le webinaire sur le chat. Puis, vous pouvez aussi attendre à la fin pour poser vos questions oralement. À vous, Fabrice. Merci Dominique pour cette introduction. Merci pour l'invitation également, Dominique, Véronica et puis Patrice, j'imagine aussi, qui était dans la boucle. Je vais aujourd'hui vous parler de l'évaluation du risque des intrants sur les micro-organismes du sol. Alors, je commencerai par rappeler qu'il y a 5 jours, c'était la Journée mondiale des sols, qui visait à préserver à la fois les sols et les organismes vivants dans le sol, parce qu'en fait, les sols représentent un patrimoine naturel non renouvelable à l'échelle de la vie humaine, et ils hébergent de la diversité biologique, donc des micro-organismes, mais aussi de la mésofaune, de la macrofaune. Et pour mémoire, dans 1 gramme de sol, donc dans ce tube Eppendorf, il y a à peu près 1 milliard de bactéries, 1 million d'espèces bactériennes, de très nombreux micro-organismes, bactéries, champignons. Ça représente aussi, au-delà de la biodiversité, une biomasse vivant dans les sols, 1,5 tonne à l'hectare de bactéries, 3,5 tonnes de champignons. Et cette diversité est un acteur majeur des services écosystémiques rendus par les sols, parce que cette microflore est capable de remplir un certain nombre de fonctions qui vont être impliquées dans les services écosystémiques rendus par les sols. Ces services écosystémiques sont très importants pour à la fois la santé humaine et la santé de l'environnement, ce qu'on appelle communément maintenant le One Health, la santé unique. Alors, même si on connaît cette importance des sols et de la vie que les sols hébergent, hélas, ces sols sont soumis à de nombreuses pressions d'origine anthropique. Et si on considère les agrosystèmes, l'usage des sols et les pratiques agricoles exercent une pression sur les organismes vivants dans les sols, affectant leur diversité, leur abondance, leur activité. Et ça a des conséquences sur les services écosystémiques rendus par les sols. Donc là, j'ai pris cette petite image qui provient de la FAO, ou qui rappelle en fait à quoi servent les sols. Donc évidemment, la croissance des plantes, la production, la santé humaine, la purification de l'eau, la lutte contre le changement climatique et la santé des écosystèmes. Tout ça, ça s'inscrit dans donc cette pression s'inscrit dans ce qu'on appelle le changement climatique global et la contamination généralisée de l'écosystème. On parle d'anthropocène. Donc tout cela exerce une pression sur les sols.
Alors, du point de vue réglementaire, quand on considère la réglementation en Europe qui réglemente la mise sur le marché des pesticides, donc qui représente une contribution majeure de la pression anthropique exercée sur les sols agricoles, on peut dire que le sol est le parent pauvre, car pour évaluer le risque engendré par l'exposition aux pesticides sur les organismes vivants sur les micro-organismes vivants dans les sols, aujourd'hui, seulement l'impact des pesticides, de la substance active appliquée sol, est évalué sur la minéralisation de l'azote et la minéralisation du carbone en utilisant des tests OCDE que je mentionne ici, 216 et 217. Alors, j'ai mentionné en italique quelque chose qui a trait à la biodégradabilité de la substance active, qui est réalisé via le test de Sturm modifié et qui ne prend même pas en considération les micro-organismes du sol, puisque ce test est réalisé avec des micro-organismes provenant de boues activées, de boues de stations d'épuration. Donc, ces tests globaux sont intéressants parce qu'ils donnent quand même une évaluation du risque, mais à minima. Nous sommes assez nombreux, les scientifiques, à dire qu'ils ne sont pas assez sensibles pour estimer l'impact écotoxicologique des pesticides sur les micro-organismes du sol et surtout sur les fonctions microbiennes qui supportent les services écosystémiques. D'autant qu'il y a eu de très nombreux progrès qui ont été réalisés ces derniers temps en écologie microbienne et en écotoxicologie microbienne et qui pourraient contribuer à améliorer cette évaluation. Justement, le cadre réglementaire, même s'il est fixé par cette directive cadre 1107-2009 en Europe, pourrait peut-être évoluer, étant donné que l'agence européenne, l'EFSA, une agence qui régule la mise sur le marché des produits phytosanitaires et qui travaille pour la Commission européenne, a publié des opinions scientifiques. Une opinion scientifique, c'est une synthèse. C'est la première étape pour modifier justement ces réglementations. Et en 2010, donc, l'EFSA a publié une première opinion scientifique qui visait à définir les services écosystémiques rendus par les sols, accomplis par les sols, comme des objectifs spécifiques de protection pour évaluer le risque écotoxicologique des pesticides. Et dans ce cadre-là, l'EFSA a proposé de suivre l'effet des pesticides sur des groupes fonctionnels microbiens pour évaluer l'effet de ces pesticides. En 2016, l'EFSA a été un peu plus loin en publiant un deuxième opinion scientifique et qui, au-delà d'inclure de nouveaux objectifs spécifiques de protection concernant les micro-organismes, proposait d'inclure dans l'évaluation du risque le principe de la récupération écologique, qui est illustré par le schéma suivant. Donc, suite à l'exposition à un stresseur, donc ici vous avez illustré l'évolution de la taille de la population. Donc, suite à une population microbienne donnée, donc suite à l'exposition de ce pesticide, vous avez une diminution, un effet toxique sur la population. Et après un temps, lorsque le pesticide s'est dissipé, il peut y avoir une trajectoire de récupération, donc un retour de la taille de la population à un état initial dans ce qu'on appelle l'état de référence, aussi appelé Normal Operating Range en anglais. Donc l'idée, c'est de considérer l'impact à un instant donné, mais aussi la capacité de récupération de l'objectif spécifique de protection considéré. Alors, la prise en compte de ce concept nécessite de connaître la plage normale de fonctionnement de chaque élément mesuré, mais aussi d'avoir des éléments sur la capacité de résistance et de résilience des fonctions mesurées. Enfin, en 2017, l'EFSA a publié un état de l'art
sur les risques, l'évaluation du risque des pesticides et a défini un certain nombre de endpoints à mesurer pour évaluer la qualité du sol. Et pour ce qui concerne les micro-organismes du sol, bon, on a été un peu déçus lorsqu'on a vu ça. Ils ont proposé simplement d'inclure dans l'évaluation du risque les micro-organismes qui ont trait au cycle de l'azote et plus particulièrement ceux qui sont impliqués, la guilde microbienne impliquée dans la nitrification, et aussi d'inclure comme bioindicateur pour évaluer l'écotoxicologie des pesticides, les champignons mycorhiziens qui, vous le savez, forment une symbiose avec 80% des plantes supérieures. Voilà. Alors, les challenges à relever pour évaluer le risque a priori de l'exposition des pesticides, déjà, c'est quelle fonction cibler, quelle fonction microbienne ciblée. Pour une fonction ciblée, quels sont les organismes clés impliqués et comment mesurer les attributs, les proxys, qui vont permettre d'évaluer un potentiel effet toxique sur ces micro-organismes. Donc, ça nécessite évidemment de l'acquisition de connaissances sur les fonctions microbiennes qui ne sont pas toutes connues, on ne connaît pas tous les gènes, toutes les fonctions. Ça nécessite aussi de connaître les zones de variation, les plages de variation, on va dire, du fonctionnement de ces communautés microbiennes dans un contexte de changement global et dans un contexte multistress aussi, comme on l'a vu. Et aussi, ça nécessite de définir les conditions expérimentales appropriées pour évaluer l'impact du pesticide. Doit-on le faire pesticide par pesticide? Doit-on considérer les formulations? Est-ce qu'on doit considérer aussi les mélanges de pesticides qui sont parfois souvent retrouvés dans les sols? Mesure-t-on des effets directs? Mesure-t-on des effets indirects sur les processus impliqués? Et évidemment, il y a bien d'autres challenges à relever pour mettre en place ces nouvelles mesures. Donc, jusqu'à présent, l'EFSA a publié ses opinions scientifiques, mais les propositions données dans ces opinions ne sont pas encore implémentées dans la nouvelle réglementation. Donc là, je vous parlais des réglementations qui avaient trait, la réglementation qui avait trait à la mise sur le marché, donc l'évaluation a priori. Qu'en est-il de l'évaluation a posteriori? C'est-à-dire qu'une fois que les molécules sont mises sur le marché. Eh bien, en Europe, dans les sols, aujourd'hui, en l'absence d'une directive cadre européenne sur la protection des sols, qui a pourtant été proposée en première lecture à la Commission européenne en 2006, il n'y a aucune obligation réglementaire à suivre les résidus de pesticides dans les sols. Réglementairement, la Commission européenne impose de suivre les résidus de pesticides dans la production végétale et animale, ainsi que dans l'air et l'eau, qui sont réglementés par 2 directives cadres distinctes, mais rien dans les sols. Donc, si on va par là, la seule réglementation qui existe, c'est une méthodologie nationale sur des sites et sols pollués. Et en l'occurrence, en France, les sols agricoles ne sont pas considérés comme étant des sites et sols pollués. Donc, on n'a quasiment aucune obligation de suivre ces pesticides dans les sols. Toutefois, il y a des initiatives qui ont été réalisées, notamment, et qui se font plutôt dans le secteur académique. Donc, j'ai pris cette illustration d'un article qui a été publié par Vera Silva, donc, qui fait sa thèse à l'université de Wageningen et qui a étudié le nombre de pesticides et la quantité de pesticides détectés dans des sols européens qui étaient stockés au JRC. Donc, le JRC, c'est un laboratoire dirigé par Luca Montanarella, basé en Italie, et qui travaille pour la Commission européenne. Et donc, vous voyez sur cette illustration qu'en fait,
quasiment tous les sols agricoles en Europe sont contaminés par des pesticides. Mais en moyenne, on va dire, c'est de 2 à 5 résidus de pesticides et avec des concentrations qui sont comprises entre 0,5 et 1 mg par kilo. Évidemment, avec des variations, comme on peut le voir sur cette figure. Donc, dans ce contexte, il apparaît important d'évaluer le risque, de mieux évaluer le risque a priori et a posteriori des pesticides sur les fonctions supportées par les micro-organismes dans les sols. Et dans cet objectif, nous avons créé il y a quelques temps maintenant un réseau, le réseau d'écotoxicologie microbienne, qui vise à promouvoir cette science de l'écotoxicologie microbienne, qui vise à étudier à la fois les impacts des polluants et notamment des pesticides sur les micro-organismes et les fonctions microbiennes, d'une part, et aussi, d'autre part, d'étudier le rôle des micro-organismes et des fonctions microbiennes sur la dynamique des polluants, dont les pesticides. Donc, on a un site web que vous pouvez consulter. Vous pouvez aussi vous inscrire gratuitement sur la liste écotoxicomique et participer aux activités du réseau. Alors, comment évaluer l'impact des pesticides sur les sols? Alors, c'est une relation compliquée, les pesticides et les micro-organismes. Vous avez certains micro-organismes qui vont adorer les pesticides et qui vont être capables de les dégrader et de les utiliser pour leur croissance et leur développement. C'est la partie love. Et au contraire, vous avez des micro-organismes qui, eux, vont être affectés dans leur développement en raison de la toxicité des pesticides. Donc, dans la suite de l'exposé, je vous montrerai des résultats qui ont trait à la partie love et hate de la relation pesticide-micro-organisme. Donc, là, ça sera la partie de l'évaluation du risque, on va dire, la partie hate. Donc, c'est des résultats qui sont issus d'un projet européen que je coordonnais, le projet EcoFun Microbiodive, dans lequel nous avons appliqué une démarche qui va du laboratoire au champ en suivant la recommandation formulée par l'EFSA qui consiste à considérer le niveau 1 d'exposition, c'est-à-dire le pire des cas, en conduisant des expositions au laboratoire à des doses croissantes de pesticides, qui ne sont pas forcément les doses agronomiques, donc qui vont de 1 fois à 100 fois la dose, et ensuite de conduire en niveau 2, c'est-à-dire avec des scénarios d'exposition réalistes, ces mêmes mesures, mais cette fois au champ, dans le but d'évaluer le risque engendré par ces pesticides sur les micro-organismes du sol. Donc, pour faire ça, on a établi le scénario réaliste en mettant en place une expérimentation au champ, donc en Serbie, avec un essai randomisé, avec 3 traitements, 1 fois, 2 fois, 5 fois la dose, et évidemment un essai bloc contrôle, avec 5 répétitions par traitement. Et le pesticide testé dans cette étude était un herbicide appartenant à la famille des sulfonylurées, qui est utilisé en post-émergence sur les cultures de maïs. Et le mode d'action de cet herbicide, c'est l'inhibition de l'acétohydroxyacide synthase qui est impliqué dans la synthèse d'aminoacides. Donc, on appellera AA-HS. Donc, il y a cette expérimentation qui a été menée dans les conditions réalistes, et puis une expérimentation de scénario extrême conduite au laboratoire en France sur le même sol, avec les mêmes maïs, mais cette fois avec des traitements non réalistes du point de vue agronomique, mais pour forcer le trait et pour avoir des scénarios d'exposition qui soient bien différents. Donc avec des traitements à des doses très élevées, 100 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois la dose, toujours avec plusieurs cycles de culture, de manière à répéter l'exposition
Donc, en faisant ça, donc on a prélevé des échantillons de sol à pas de temps régulier, à la fois dans l'expérimentation en champ au laboratoire, et on a mesuré tout un tas de paramètres. Donc, avec des méthodes qui étaient déjà standardisées à l'ISO, donc pour mesurer l'abondance, la diversité, l'activité de la communauté microbienne, mais aussi nous avons développé et testé de nouvelles méthodes qui n'étaient pas encore standardisées à l'époque, qui étaient en cours de standardisation, donc qui permettaient de quantifier l'abondance de groupes microbiens par qPCR et de caractériser la diversité alpha et bêta par des techniques de séquençage à haut débit, ciblant soit l'ARN R16S des bactéries ou le gène AAHS, donc, qui est la cible du nicosulfuron. Et puis, on a étudié aussi des guildes microbiennes spécifiques, les champignons endomycorrhiziens, le cycle de l'azote et des bactéries tolérantes au nicosulfuron. Donc, le scénario d'exposition, donc bien différencié, comme je vous le disais. Donc, en plein champ, on a une dissipation rapide du nicosulfuron, quelle que soit la dose appliquée, avec des demi-vies variant entre 4 et 5 jours, on va dire. Tandis que dans l'expérimentation en serre, on avait une accumulation du nicosulfuron. Donc, on voit bien qu'on a deux scénarios très contrastés d'exposition. Parce que là, à force d'en mettre, quand même, au bout d'un moment, il n'y a plus moyen de le dégrader. Donc, ensuite, on a testé nos outils. Donc, ici, c'est le scénario d'exposition plein champ. Donc, je vous montre sur le graphique de gauche l'analyse PLFA donc, des communautés microbiennes, et sur la droite, une analyse de l'abondance de groupes microbiens, essentiellement bactériens. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'il n'y a pas d'effet du nicosulfuron aux doses agronomiques, ni sur la composition, ni sur l'abondance de la communauté microbienne. Et la seule chose qu'on a pu mettre en évidence, c'est une observation d'un effet temps qui est lié au développement de la plante sur les PLFA et sur l'analyse de la composition de la communauté bactérienne et sur son abondance. Toujours dans le scénario d'exposition, donc ce plein champ. Donc, on a vu simplement sur les 6 activités enzymatiques mesurées, 2 activités enzymatiques qui variaient, une augmentation de l'activité phosphatase, une diminution de l'activité cellobiohydrolase. Par contre, ces effets étaient transitoires et on observait une résilience, donc une récupération écologique de ces activités après 50 jours d'exposition lorsque le nicosulfuron était dissipé. Par contre, le schéma sur la droite vous montre qu'on a observé une augmentation significative de l'abondance et de la diversité des populations bactériennes tolérantes au nicosulfuron. C'est-à-dire que l'exposition au nicosulfuron conduisait à l'émergence de bactéries tolérantes au nicosulfuron. Ces bactéries étaient dénombrées par une microbiologie pasteurienne, donc c'est-à-dire isolement sur un milieu contenant du nicosulfuron. Donc là, maintenant, je vais passer à l'autre scénario d'exposition, donc en serre, donc le worst case scénario. Et donc là, ce qu'on a vu, c'est que dans ces conditions, on observait une diminution significative de l'abondance de 3 groupes microbiens, les planctomycètes, actinobactéries, bêta-protéobactéries et champignons. Et cette diminution significative n'était pas récupérée à la fin des 5 cycles de culture. Donc, il n'y avait pas de résilience. De la même manière, ce qu'on a pu observer, donc là, ici, c'est des résultats qui présentent un profil des GGE des populations de champignons endomycorrhiziens dans la racine de maïs. Donc, vous avez le contrôle, 10 fois la dose, 100 fois la dose, et il n'y a pas 1000 fois la dose, parce que le maïs ne se développait plus dès le 3e cycle de culture.
Donc là, ce que vous observez, c'est qu'on n'a clairement pas les mêmes patterns et que donc, en fait, il y a un changement de la structure de la communauté champignon mycorrhizien en réponse aux nicosulfurons. Par contre, ce qu'on observe, c'est qu'il y a certaines espèces de glomus qui étaient favorisées par l'exposition aux nicosulfurons. Donc là, ici, c'est toujours dans le scénario d'exposition le pire des cas. Donc, on a analysé, comme je vous disais, la diversité bactérienne. Donc là, je vous présente la bêta-diversité, une analyse de PCOA. Donc, avec au cycle 2, P2, et au cycle 4, P4, avec C pour contrôle, NS pour nicosulfuron. Ce qu'on voit, c'est qu'au temps 2, sur l'axe 1, qui représente 37% de la variation des résultats, qui a un clair effet du nicosulfuron. Et cet effet observé à T2 est aussi visible à T4 et c'était statistiquement vérifié. Donc, on a analysé ensuite les séquences en question et on a pu identifier des OTU, donc des OTU qui étaient soit spécifiques du contrôle en vert, soit spécifiques du nicosulfuron. Et c'était ces OTU-là, spécifiques, qui tiraient les analyses de bêta-diversité que je vous ai citées précédemment. On a fait le même genre d'analyse, mais cette fois non plus sur le 16S, mais sur la communauté de bactéries qui possèdent le gène AAHS, donc qui est la cible de l'herbicide chez la plante. Donc, parce que ce gène-là est aussi présent chez les bactéries. Et là, on voit que l'effet du nicosulfuron observé sur la communauté globale 16S est encore plus marqué lorsqu'on s'intéresse à cette communauté spécifique. Là, on retrouve toujours le même code couleur avec le contrôle en rouge pour le deuxième cycle de culture, le traité nicosulfuron pour le deuxième cycle de culture, et orange pour le quatrième cycle pour le contrôle et vert pour le quatrième cycle nicosulfuron. Et on voit que dans les deux cas, on a une très nette distinction des communautés suite à l'exposition au nicosulfuron. Et ce changement dans la diversité, dans la composition des communautés HAAS s'accompagne par une diminution significative de l'abondance de cette communauté. Bon, je ne vous montrerai pas les données, mais bon, confiance. Et donc, cette observation sur la bêta-diversité est confortée aussi par la diminution du nombre d'OTU dans les sols exposés au nicosulfuron par comparaison avec le contrôle correspondant. Le bleu, vous voyez, il y a une chute au deuxième cycle et rouge par rapport à bleu et orange par rapport à vert. Donc, si on résume, donc on voit que en plein champ, finalement, l'effet du nicosulfuron est faible, excepté sur les champignons endomycorrhiziens qui étaient observés à la dose la plus forte. Et quand il y avait une modification des activités enzymatiques, il y avait une résilience lorsque le pesticide était dissipé. Par contre, en plein champ, ce qui est clair, c'est qu'on a l'apparition de souches bactériennes qui sont tolérantes au nicosulfuron, vues à la fois par les études NGS ou par des études pasteuriennes. Quand on est dans le pire des cas, ben là, tous les endpoints mesurés réagissent à l'exposition au nicosulfuron. Mais là, on est vraiment dans des cas extrêmes. Alors, j'ai mis des étoiles là pour vous signaler qu'il y avait probablement, on n'est pas capable de dire si c'est un effet direct du pesticide sur le champignon ou un effet direct médié par la plante, parce qu'on peut avoir aussi on a vu que, en tout cas, au moins dans les serres, au bout d'un moment, la plante ne se développait plus. Et aussi, la double étoile souligne le fait que suivre des organismes non cibles, tels que des micro-organismes portant le gène AAHS, donc qui comporte la cible du pesticide,
pouvait être un bon indicateur d'exposition. Alors, là, j'ai fait un cas spécifique sur le nicosulfuron, un seul pesticide, une seule substance active non formulée. Qu'est-ce qu'il en est de l'impact écotoxicologique de mélange? Donc, ce serait plutôt une évaluation du risque a posteriori dans des conditions réalistes. Donc là, je vais vous présenter des résultats brièvement qui sont issus d'un projet Ecophyto qui visait à faire de l'évaluation du risque a posteriori dans différents compartiments des agroécosystèmes, considérant les sédiments de la rivière et les sols. Donc là, l'approche était un peu différente, c'est-à-dire qu'on a fait déjà des inventaires de pesticides qui étaient utilisés dans un domaine, une ferme expérimentale de l'INRA, et dans une zone qui est très étudiée par IRSTEA. À l'époque, on n'était pas encore fusionné. On a classifié donc in silico ces pesticides de manière à choisir un mélange de pesticides représentatif d'activités agricoles. Ensuite, l'idée, c'était d'évaluer, de reconstituer sur des sols et des sédiments un mélange de pesticides et de mesurer les effets sur des marqueurs d'abondance, de composition et d'activité en considérant 23 endpoints différents. Donc, la première étape, je vous le disais, c'était de faire l'inventaire des pesticides. Donc, on a considéré 144 composés qui étaient inventoriés sur des sites expérimentaux. On a, pour ces 144 composés, récupéré les 7 paramètres environnementaux qui sont cités ici, et pour chacun des composés, 40 descripteurs moléculaires. Ça nous a permis de les classer en 5 classes. Et ensuite, l'idée, ça a été de choisir des pesticides dans ces classes, des pesticides représentatifs de ces classes et qui pourraient être utilisés dans la protection d'une plante donnée. On est arrivé avec tout ça à choisir le chlorpyrifos, un insecticide qui appartient à la classe 1, le tébuconazole, un fongicide qui appartient à la classe 3 en vert, et l'isoproturon qui lui aussi appartenait à la classe 1 qui est un herbicide. Donc tous trois sont appliqués en grande culture et en conventionnel. Donc là, je ne vous présenterai pas tous les résultats, juste un. Où en fait, c'est celui qui a été obtenu sur un des 3 sols, avec donc les 5 traitements, un traitement contrôle, donc pas de pesticides, isoproturon, tébuconazole ou chlorpyrifos séparément, ou alors le mélange des 3. On a mesuré 23 paramètres microbiens à 2 temps, T4 et T25, et on a suivi aussi au cours du temps les paramètres cinétiques. Donc ici, vous avez figuré les temps, ce qu'on a observé sur le contrôle, isoproturon, tébuconazole, chlorpyrifos et mix, donc à T4 et à T25. Donc, ce qu'on observe, c'est qu'il n'y a pas d'effet du tébuconazole et d'isoproturon à T4 et T25. Par contre, on voit un effet clair du chlorpyrifos et du mélange à T4. Donc, ce sont les triangles violets et les triangles et les carrés rouges qui se distinguent du reste. Et donc, on observe notamment une augmentation de la minéralisation de l'acétate de sodium, de l'activité uréase et de l'abondance des protéobactéries, mais aussi une diminution de la minéralisation du 2,4-D, de la bêta-glucosidase, de la résulfatase, de la nitrification et de l'abondance des alpha-protéobactéries et anictinobactéries. On observe une résilience partielle de ces indicateurs à T25, mais uniquement partielle. La conclusion de l'étude, c'est que en fait, les effets écotoxicologiques dépendent du type de pesticide et de sol, et certains paramètres microbiens peuvent ne pas être résilients, même après 25 jours d'exposition, sachant que la dissipation avait été mesurée. Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est que c'était pour des concentrations agronomiques, et donc à T25, le pesticide était entièrement dissipé.
Donc, vous voyez que pour l'évaluation du risque a posteriori, c'est un peu plus compliqué que précédemment. Donc là, je terminerai simplement avec le côté Yang, donc de l'interaction pesticide-micro-organisme. Donc là, c'est la partie love du pesticide. Est-ce que finalement, les micro-organismes qui dégradent les pesticides, donc qui les utilisent comme source de nutriments et d'énergie, est-ce qu'ils pourraient être utilisés pour mesurer l'exposition aux pesticides dans les conditions réelles? Donc ça a été réalisé dans le cadre du programme Love to Hate, donc, qui a impliqué notamment Véronique Astor. Donc là, juste un rappel, c'est que suite à l'exposition répétée des pesticides, on peut avoir une adaptation des communautés microbiennes, c'est-à-dire qu'on peut passer du cométabolisme au métabolisme avec une adaptation, donc une augmentation des capacités de minéralisation de ce pesticide. L'avantage, c'est que ça va évidemment diminuer la persistance du pesticide dans les sols, améliorer la capacité de biofiltration du sol, mais l'inconvénient, c'est que ça peut diminuer l'efficacité du pesticide et favoriser l'émergence de résistance dans des plantes adventices comme le vulpin que je figurais ici. Donc là, dans cette étude, on s'est intéressé à la transformation de l'oxamil dans des champs de pommes de terre qui avaient été régulièrement exposés à cet herbicide. On a pu montrer que le sol était effectivement adapté à la minéralisation de l'oxamil, avec 80% de minéralisation observée en 5 jours, 50 jours, c'est beaucoup. Et donc, ce qu'on a pu faire, c'est mesurer l'abondance d'un gène microbien, le CEHA, qui code pour la première enzyme impliquée dans la transformation de l'oxamil, donc qui code la carbamylhydrolase. Et là, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'au cours du temps, on a une augmentation de l'abondance relative du gène CEHA dans la communauté microbienne, avec une abondance maximale observée à 21 jours lorsque on observe la vitesse maximale de minéralisation. Donc, ceci indique donc que le potentiel de minéralisation pourrait être à la fois utilisé comme un marqueur d'exposition aux composés. Donc, ce type d'observation n'a pas été réalisé que sur l'oxamil. Là, je vous donne un autre exemple. Une publication qu'on a valorisée là récemment avec Véronica Stork, cette année dans AEM, où on montre que, donc là, c'est plus sur du sol, mais c'est sur une biomixture issue d'un biobed. Un biobed, c'est un système pour traiter les résidus de pesticides à la ferme. Donc là, on retrouve une vitesse de minéralisation élevée, donc la courbe en pointillé noir. On atteint 60%, un peu moins de 60%, 55% de minéralisation en quelques jours, en 14 jours. Et conjointement à cette minéralisation, on observe une augmentation de l'abondance du gène PDMA qui code l'enzyme qui est impliquée dans la transformation de l'isoprotyrol en MDIPU. Et ce qu'on a pu observer aussi, c'est que conjointement, on observait une augmentation de PSH. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est PSH? PSH, c'est le plasmide qui porte le gène PDMA. Donc on pouvait, normalement, on s'attendait à trouver le même chiffre. Donc du coup, cette observation tente à montrer que PDMA peut être présent sur d'autres plasmides. Donc ça suggérait qu'éventuellement, il pouvait y avoir un transfert de gènes sur d'autres plasmides. Et par une approche de métagénomique fonctionnelle, on a pu isoler 4 phosmides différents qui portaient les gènes PDMAB. Et on a pu caractériser, en séquençant ces phosmides, l'environnement génomique des gènes PDMAB. Et ce qu'on a pu montrer, c'est que en fait, l'environnement génomique était différent, ce qui suggérait que dans le biobed, il y avait eu des événements de réarrangement génétique et de transfert de gènes qui contribuent au développement de la communauté qui dégrade l'isoprotyrol dans ce contexte-là.
Alors, le problème de la biodégradation, c'est que ce n'est pas toujours parfait. Donc ça, c'est une étude aussi qui sort de la thèse de Véronica Stork. Donc là, ici, c'est la transformation du tébuconazole dans un sol particulier. Et on a pu montrer que, en fait, même si on observait une dissipation quasi totale du tébuconazole, assez rapide dans le sol, ce n'était pas parfait dans le sens où ça conduisait à l'accumulation de produits de transformation. Donc, comme vous le voyez ici, on pouvait observer jusque 34 produits de transformation. Et quand on utilise TIPOL, donc la typologie in silico, on peut classer ces produits de transformation et déduire, par comparaison avec des pesticides qui sont dans cette banque de données, déduire des valeurs environnementales. Et on s'aperçoit ainsi que une partie des produits de transformation se comportent comme le tébuconazole, c'est ceux qui sont en rouge. Mais par contre, vous avez des produits de transformation qui se comportent de manière différente statistiquement et qui, entre autres, sont plus mobiles et plus volatiles que le tébuconazole. Et parmi ceux-ci, vous avez là probablement des métabolites des produits de transformation qui peuvent être plus toxiques, puisque plus biodisponibles que les molécules initiales. Donc, pour conclure, des études montrent des avancées pour évaluer le risque des pesticides, mais il y a encore beaucoup à faire. L'évaluation du risque a posteriori sur les micro-organismes peut être réalisée avec des batteries, toute une batterie de méthodes permettant d'évaluer différents endpoints et au minimum, on va dire, des mesures relatives au guide de microbienne du cycle d'azote et des champignons endomycorrhiziens, en plus de ce qui est déjà recommandé, mais vous voyez aussi qu'on peut faire bien d'autres évaluations. Pour l'évaluation du risque a priori et a posteriori, il pourrait y avoir un intérêt à s'intéresser à des guildes microbiennes plus étroites, donc plus spécifiques, notamment celles qui portent les cibles des pesticides en question. Alors, ça peut être AAHS pour les sulfonylurées, l'HPPD pour les tricétones, par exemple, et bien d'autres, la voie de la shikimate synthase pour le glyphosate, etc., etc. Ou alors même s'intéresser aux communautés qui dégradent les pesticides, qui sont finalement de bons bioindicateurs de l'exposition. Mais toutes ces études montrent aussi qu'elles ne sont pas encore opérationnelles pour être intégrées dans un plan de surveillance parce qu'on manque de données, de connaissances, de valeurs de référence, de méthodes standardisées. Et de plus, il reste de nombreuses questions ouvertes sur les mélanges, les produits de transformation et la récupération écologique de ces fonctions microbiennes suite à l'exposition, soit à des mélanges, soit à des produits de transformation. Alors, je terminerai juste là-dessus en disant que pour éviter d'avoir à bannir des pesticides à 20 ou 30 ans après leur introduction sur le marché, il faudrait introduire un changement de la réglementation de la directive cadre européenne sur le marché des produits phytosanitaires en introduisant de nouveaux moyens de surveillance, notamment dans la surveillance du risque a posteriori, de manière à être en mesure d'alerter dès qu'on voit qu'il y a un problème. Il faut évidemment respecter les engagements du plan Ecophyto en termes de réduction d'usage des produits phytosanitaires et adopter des pratiques agroécologiques et de régulation biotique, si possible, des pestes des cultures et mettre en place l'évaluation du risque a posteriori par des plans de phytopharmacovigilance pour monitorer, pour suivre la qualité de l'eau, de l'air, du sol. Et récemment, on a proposé un cadre réglementaire un peu plus ambitieux, une évolution un peu plus ambitieuse du cadre réglementaire pour évaluer le risque, pour préserver l'utilisation des pesticides, entre guillemets, en finalement
adoptant une vision holistique des différents processus et de leur interaction impliqués dans la réglementation des produits phytosanitaires. L'idée, en fait, c'était de se dire que la réglementation sur les produits de protection des plantes impliquait à la fois les agriculteurs, l'agrofourniture, mais aussi l'industrie alimentaire et les consommateurs. Et qu'à chaque fois qu'on changeait une réglementation, ça impactait tout ça. Donc l'idée, c'était de se dire, il faudrait définir une réglementation supra qui va regarder un peu les impacts, qui va considérer la problématique dans son ensemble et définir des actions sur chacun des éléments des différentes réglementations que j'ai évoquées. La réglementation sur l'air, sur l'eau, sur le sol, sur l'alimentation. Voilà, donc c'est un peu l'idée. Vous pouvez retrouver ces idées-là dans cet article. Je voulais vous remercier pour votre attention. Remercier les collègues français et le réseau Ecotox, l'équivalent de Ecotoc, les collègues d'Ecotoxicomique. Et j'espère que dans le futur, on pourra encore renforcer les liens entre les collègues français qui travaillent sur l'écotoxicologie et canadiens, québécois, qui m'invitent aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fabrice. C'était très, très intéressant. D'ailleurs, il y a aussi le chapitre Saint-Laurent qui co-organise et qui t'a invité à ce webinaire. C'est d'ailleurs le dernier de notre série, mais je vais en reparler dans quelques minutes. Maintenant, on va plutôt ouvrir les questions au public. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez directement activer votre caméra et poser la question. Bonjour, Lou Paris du chapitre Saint-Laurent. Je peux ouvrir le bal des questions. Ça prend parfois une personne pour briser la glace, pour ensuite, après, ça va peut-être déferler. Merci beaucoup pour votre présentation. J'ai une question qui est un peu plus générale en quelque sorte. Puis je ne sais pas à quel point votre connaissance de ce qu'on fait au Québec est avancée, mais je sais que souvent, on parle, mettons, de pesticides ou de gestion de contaminants agricoles, puis on dit « Ah, ben en Europe, ils sont bien plus avancés, ils font telle chose. » Puis sur d'autres aspects, on a l'impression de dire « Ah, ben nous, on fait ça, puis l'Europe n'est même pas rendue là, on est vraiment avancé. » Ça dépend des questions, mais sur certaines, on admire beaucoup l'Europe, sur d'autres, on pète de la broue. Je voulais savoir, en bon québécois, excusez-moi pour l'expression, je voulais savoir si vous aviez une opinion sur la question, sur comparaison un peu Québec-Europe sur ce sujet-là. Je dirais non, je n'ai pas de réponse. Par contre, Véronica me disait que dernièrement que ça serait intéressant justement qu'on ait une vision, une comparaison, on va dire, des initiatives qui sont dans ce domaine, qui sont réalisées à la fois en Amérique du Nord, en Chine aussi, je pense que c'est intéressant d'y aller, et en Europe. Et voire même peut-être en Amérique du Sud aussi, pour voir un peu, on va dire, en Afrique, c'est compliqué parce que je pense que… Mais bon, ça serait intéressant d'avoir cette vision-là quand même, pour voir un peu où on en est tous, et puis essayer d'apprendre aussi des uns des autres, parce que je pense qu'il y a des initiatives qui valent le coup partout. Vraiment intéressant parce que ma première question pour Lou, c'était pour la question que Lou vient de poser. Ma première question, je vous la lis comme je l'avais écrite, c'est est-ce que vous collaborez avec des chercheurs québécois et comment ça compare la recherche sur l'écotoxicologie microbienne des sols entre la France et le Québec? Donc, vous avez déjà répondu à la première partie de ma question. Mais dans la deuxième, je me demandais justement, est-ce qu'il y a des grosses différences entre les communautés de micro-organismes des sols? Donc, est-ce que la recherche est à refaire au complet si on arrive au Québec ou on peut déjà appliquer plusieurs des outils que vous avez développés? Oui, ça, je pense que c'est transférable, les outils, parce que alors, sur les guildes spécifiques, enfin, les guildes microbiennes un peu plus spécifiques, peut-être pas. Ça nécessite de regarder si les gènes sont les mêmes, etc. Mais en tout cas, on va dire que sur les mesures d'activité enzymatique,
l'étude des communautés globales bactériennes, fongiques, archées, ça fonctionne de la même manière. C'est les mêmes gènes. Donc, les mêmes outils peuvent être utilisés, oui. Et puis d'ailleurs, il y a quand même aussi un certain nombre de standards, parce que le Canada participe aux travaux ISO, donc je participe aussi. Donc c'est l'IBODET, avec qui on a collaboré pas mal. Donc il y a des choses aussi qui viennent du Canada, qui passent par l'ISO et qui reviennent en Europe. Ça, j'ai oublié de le préciser. OK. Donc c'est Agriculture Agri-Food Canada qui représente le Canada dans la commission alors c'est compliqué parce que c'est le TC 190 SC4 WG4 et c'est biologie du sol en fait. Voilà, donc c'est une section particulière de l'ISO. Merci. Je pense que Dominique avait une question aussi. Oui, j'en ai quelques-unes. Je vais commencer par... je me demandais, est-ce que les bactéries qui dégradent les pesticides ont aussi des fonctions écosystémiques importantes ou bien sont juste là pour dégrader des pesticides? Eh ben, ouais. Alors ça, c'est une très bonne question. Parce que nous, je dis nous, ceux qui sont intéressés par la dégradation de polluants, souvent on les voit que sous cet angle-là. Donc c'est un peu parce que voilà, on les recherche pour ça. Par contre, leur contribution on va dire, dans un ensemble plus générique, on va dire, c'est assez peu décrit. C'est assez peu décrit. Alors bon, il y a aussi toute une problématique qui est liée à la stabilité de la fonction, parce que aussi, quand il y a une diminution de la pression de sélection, donc quand vous allez avoir une dissipation du pesticide, ce qu'on a montré en tout cas pour l'atrazine, c'est que le maintien de la fonction de dégradation représentait un poids, c'est-à-dire avait un poids, un coût énergétique. Et donc, une fraction de la population dégradante avait tendance à éliminer ce poids, ce fardeau génétique, parce que ainsi, donc par délétion, par recombinaison homologue, parce que ainsi, celle qui perdait la fonction avait une fitness plus élevée, donc pouvait se développer plus facilement. Donc en fait, il y a aussi ça dans la tête des chercheurs qui travaillent sur l'adaptation à la dégradation, c'est que si on enlève la pression de sélection, le caractère, on va dire, dégradation peut disparaître assez rapidement. Donc du coup, ça veut dire que elles ont forcément une autre fonction que celle-là. OK. Merci. Puis peut-être une dernière, rapidement. Est-ce que la qualité de la matière organique dans le champ, a priori, a une influence sûrement sur la communauté microbienne, mais aussi sur la dégradation des pesticides? Oui, alors ça, oui, forcément. Alors, bon, moi, j'ai parlé là de dégradation métabolique, pas de dégradation cométabolique, bon, un petit peu avec le thibuconazole, mais c'est clair que pour tout ce qui est dégradation cométabolique, donc c'est-à-dire non spécifique, donc qui n'implique pas des enzymes spécifiques, là, c'est directement lié à la qualité de la matière organique. Parce qu'en fait, du coup, on va dire que l'énergie nécessaire pour la transformation cométabolique est puisée dans la dégradation de la matière organique. Donc, il y a un lien direct. Enfin, direct. Oui, si, quand même. Okay. Merci. Merci beaucoup, Dominique. On va regarder peut-être si on aurait une dernière question parmi l'audience. Moi, j'avais une question qui était plus en rapport en fait, avec le réseau écotoxicomique, parce que je voudrais savoir si tu pouvais juste nous en parler un peu plus, parce que je me rappelle, quand j'ai fait mon postdoc au LMGE à Clermont-Ferrand, il y a longtemps, 2011, 2010, je me rappelle pas avoir entendu parler de ce réseau-là, puis j'ai vu récemment que vous aviez fait votre conférence, puis j'ai trouvé ça très intéressant, donc je voudrais juste savoir que tu nous en parles un peu plus, puis à quel point ce réseau-là vous a permis d'avancer dans tout ce qui est régulation, réglementation, etc. Oui, alors c'est normal que vous n'en ayez pas entendu parler parce qu'en fait, il a été créé en 2013. Okay.
donc l'idée originale, en fait, c'est que à cette époque-là, moi j'étais déjà dans le réseau Ecotox. Et puis donc, j'étais dans un réseau d'écotoxicologie, dans un réseau d'écologie microbienne. Et régulièrement, pour publier, soit je choisissais une revue en écologie microbienne, soit en écotoxicologie, mais j'avais rien sur l'écotoxicologie microbienne. C'était ça l'idée originale. Et donc, du coup, on s'est dit, est-ce que ça intéresserait les gens de travailler sur une portion de l'écotoxicologie, finalement, l'écotoxicologie microbienne. Et on est parti comme ça, en fait. Donc, c'était un réseau national. Maintenant, c'est un réseau international. Et donc, l'interaction, en fait, ce que ça nous a permis de développer, en fait, ça a développé une certaine visibilité, aussi bien au niveau national qu'international. Et ça nous a permis de rentrer dans différentes commissions, en fait. Parce qu'individuellement, c'est compliqué de le faire. Par contre, quand on a 200 ou 300 membres, ensuite, on peut interagir de manière différente, en fait. Donc, on a des membres qui, par exemple, participent aux travaux de l'ISO, de l'EFSA, de l'ANSES, donc différentes instances, et qui permettent de faire passer des messages comme ça dans ces instances et de contribuer aussi au développement de cette science, entre guillemets. Ouais. Okay, mais beaucoup reste à faire encore parce que je pense que, souvent, je fais toujours partie de l'AFEM, donc l'association francophone d'écologie microbienne, mais c'est vrai que on entame des discussions aussi pour comment dire, aller vers les gens qui travaillent plus sur le thème de l'écologie dans le contexte de l'Anthropocène pour leur dire que certains font un déni de pollution, quoi, en fait. C'est-à-dire que finalement, est-ce qu'il y a encore vraiment de l'écologie ou est-ce qu'il n'y a que de l'écotoxicologie? Ouais, c'est une question intéressante, ça. Merci beaucoup. Merci. Merci. Du réseau Ecotoc. C'est bientôt, il y aura tellement de membres et de gens qu'on va pouvoir rentrer dans les instances québécoises puis canadiennes pour faire changer les choses aussi. Alors, par contre, moi, j'ai interagi. Bon, vous connaissez certainement Ed Top, donc qui travaille à London, en Ontario. Et il me disait que, lui, il aime bien aussi tout ce qui est écotoxicologie. Mais il me disait qu'en Amérique du Nord, c'était difficile de faire passer des idées qui montraient un côté négatif. Donc, l'écotoxicologie, il disait, c'est pas facile parce qu'en fait, on fait que des constats et on peut proposer des solutions de surveillance, etc. Mais il disait qu'il y avait quand même une difficulté de ce côté-là. Donc, il nous incitait à enlever le côté toxique et plutôt montrer des solutions qu'on pourrait offrir, notamment aux stakeholders. Donc, je ne sais pas si c'est un sentiment partagé par vous, mais… Je sais pas, Patrice, tu as quelque chose à dire là-dessus, toi, qui es dans le milieu depuis un peu plus longtemps? Il y a des bons contaminants, peut-être. Il faut juste les trouver. Maëva, qui est Environnement Canada, tu étais bien placé pour en parler aussi. Oui. peut-être pas si bien placé que ça, je te dis. Peut-être pas. Comme moi, j'ai étudié longtemps pendant ma thèse le sélénium, puis finalement, j'ai trouvé des effets bénéfiques du sélénium en région minière. Oui, mais on cherche encore pour le glyphosate. Ouais, c'est ça. Faut pousser un peu nos efforts. Par contre, de notre côté, en Europe, les questions qui se posent en ce moment, c'est le biocontrôle, parce que ça interroge l'écotoxicologie aussi. Donc, les solutions de biocontrôle, et puis les polluants dits émergents, donc comme les antibiotiques, notamment pour le côté agricole, enfin en tout cas dans les nanoparticules, et puis les perfluorés. Ça, oui, aussi, qu'on n'a pas vu, qui étaient passés un peu en dessous et qui là reviennent sur les terres agricoles. Voilà, donc c'est un peu ça notre… Bon. Alors, on est dû pour un bon colloque où on peut poursuivre la discussion autour d'une bière. Là. On espère que ça va reprendre très, très bientôt. Là, on va devoir interrompre notre webinaire parce que, les gens vont devoir partir vers d'autres occupations. Mais je tiens d'abord à remercier beaucoup Fabrice, notre dernier conférencier de cette année pour 2020.
et annoncer aussi aux participants que la série se poursuit en 2021. Quelque part, en début février, on aura notre première ou premier conférencière ou conférencier. Ça va être annoncé très bientôt. Donc, merci à tous pour votre participation. Puis, suivez-nous. On va se voir en février. Merci. D'accord. Merci. Merci beaucoup.